La clochette de la porte du café. Le grain de savoir tinta lorsque Béatrice Olivier entra, apportant avec elle l'odeur de la pluie typique de Paris sur sa simple robe fleurie. Ses cheveux bouclés, encore humides, encadraient un visage fatigué après une autre journée épuisante à l'école communale Victor Hugo, où elle enseignait à la 5e année depuis près de 7 ans. Elle portait une pile de rédaction à corriger et rêvait d'un café fort avant d'affronter la tâche. « Un cappuccino, s'il vous plaît, et un pain au fromage », demanda-t-elle, s'installant à la seule table disponible. Béatrice aimait sa profession de toute son intensité. Elle avait grandi dans la province, fille de Monsieur Antoine, un mécanicien respecté de la ville, et de Madame Claire, qui travaillait au supermarché local. Dès son plus jeune âge, elle avait toujours su qu'elle serait enseignante. Il y avait quelque chose de magique à voir les yeux d'un enfant briller lorsqu'il comprenait enfin une nouvelle idée. Alors qu'elle organisait ses notes, elle ne remarqua pas l'homme qui s'approchait de sa table. « Excusez-moi, toutes les places sont occupées. Cela vous dérange-t-il si je partage la table avec vous ?» Elle leva les yeux et rencontra une paire d'yeux bruns foncés qui l'observait avec gentillesse. L'homme portait un costume impeccablement coupé, une mallette en cuir et exhalait un parfum discret, mais indubitablement cher. « Bien sûr, faites comme chez vous, » répondit-elle, écartant quelques rédactions pour faire de la place. « Gustave Dubois », se présenta-t-il lui tendant la main. « Béatrice Olivier. Mais vous pouvez m'appeler Béa. » Le cappuccino arriva, et avec lui une conversation qui coula avec une surprenante naturalité. Gustave travaillait dans une banque d'investissement non loin de là, au cœur financier de la Défense. Il était analyste en chef d'un fonds d'investissement, expliqua-t-il sans ostentation, comme on commente la météo. « Et ces rédactions, sont-elles les vôtres ?» demanda-t-il, désignant les papiers colorés avec des lettres enfantines. « Oui, je suis enseignante dans le système communal, » répondit-elle, se préparant intérieurement à la réaction habituelle de désintérêt qui suivait généralement cette information. À sa surprise, les yeux de Gustave s'illuminèrent. « Ma tante était enseignante. Je dis toujours que c'est la profession la plus importante de toutes. Vous formez l'avenir, n'est-ce pas ?» Ce ne fut que le premier de nombreux rendez-vous. Les semaines suivantes, Gustave apparaissait ponctuellement les jeudis au café, par coïncidence, comme il le disait avec un sourire qui laissait entendre qu'il n'y avait aucune coïncidence. Après un mois, les rencontres occasionnelles se transformèrent en dîners, en promenades au jardin du Luxembourg et en séances de cinéma. Béatrice remarquait les différences entre leurs mondes, mais Gustave ne semblait pas s'en soucier. Quand elle mentionna qu'elle vivait dans un appartement loué dans le Marais, il répondit qu'il adorait le quartier pour sa diversité culturelle. Quand elle s'inquiéta du prix d'un restaurant qu'il avait suggéré, il changea simplement de suggestion, sans faire d'histoire. La première fois qu'elle l'invita chez elle, Béatrice passa l'après-midi entière à ranger son petit appartement, consciente qu'il vivait dans un penthouse à Neuilly-sur-Seine. Information qu'elle avait découverte par hasard lors d'une conversation. Elle prépara une feijoada, une recette de famille que sa mère lui avait apprise, et acheta le vin le plus cher que son budget lui permettait. « Votre maison est exactement comme je l'imaginais », commenta Gustave, en regardant les étagères remplies de livres et les plantes qui dominaient le balcon. « Accueillante et pleine de personnalité, comme vous. » Ce soir-là, après la feijoada et 2 verres de vin, il l'embrassa pour la première fois, et Béatrice sentit que quelque chose d'extraordinaire commençait. Les mois suivants furent des mois de découverte. Béatrice découvrit le penthouse de Gustave, avec une vue panoramique sur le skyline de Paris, décoré d'un minimalisme élégant qui correspondait à sa personnalité pratique. Il l'emmena dans des restaurants étoilés, mais l'accompagna aussi avec un enthousiasme sincère aux foires aux livres et aux expositions gratuites dans les centres culturels. Un dimanche, alors qu'il se promenait au marché des enfants rouges en dégustant des fruits, Béatrice mentionna son frère aîné, Philippe. « Il a toujours été mon protecteur », raconta-t-elle en mordillant une tranche de mangue. « Depuis que nous sommes petits, quand les autres enfants se moquaient de moi parce que j'étais si studieuse. »« Et que fait-il maintenant ?» demanda Gustave distraitement. « La technologie », répondit Béatrice vaguement. « Il a déménagé à Paris avant moi pour étudier l'informatique à la Sorbonne. Il a travaillé dans quelques start-up, puis a monté sa propre entreprise. Il a réussi. » Il y avait quelque chose dans le ton de Béatrice qui éveilla la curiosité de Gustave. Mais elle changea rapidement de sujet, lui posant des questions sur son nouveau projet à la banque. Béatrice parlait rarement de sa famille. Gustave savait que ses parents vivaient toujours dans la province, qu'elle leur rendait visite pendant les vacances scolaires. Il connaissait son frère
mais ne l'avait jamais rencontré. Philippe voyageait fréquemment pour le travail, avait expliqué Béatrice. En revanche, Gustave ne mentionnait sa famille que dans des contextes d'obligation sociale. Je dois aller à l'anniversaire de ma mère dimanche, ou ma sœur organise un événement caritatif. 6 mois après leur première rencontre au café, lors d'un dîner au restaurant où ils avaient eu leur premier rendez-vous officiel, Gustave prit les mains de Béatrice entre les siennes. « Béa, ces 6 mois ont été les plus heureux de ma vie. Tu as apporté un sens dont je ne savais pas qu'il me manquait. Ta passion pour l'enseignement, ton dévouement aux enfants, ton enthousiasme pour les choses simples, tu m'as appris à voir le monde avec d'autres yeux. » Béatrice sentit son cœur s'accélérer lorsqu'il sortit de sa poche une petite boîte de velours bleu. « Béatrice Olivier, me ferais-tu l'honneur de devenir mon épouse ?» La bague était un solitaire discret, mais d'un diamant si pur qu'il reflétait toutes les lumières du restaurant. Béatrice sentit des larmes monter à ses yeux. « Oui », répondit-elle simplement, tandis que Gustave glissait la bague à son doigt. Le restaurant entier applaudit. Une bouteille de champagne arriva à table, offerte par la maison. Béatrice se sentait dans un rêve, un de ceux qu'elle regardait dans les feuilletons télévisés. Ce n'est que lorsqu'ils furent dans le taxi, en route vers son appartement, que Gustave mentionna casuellement. « Ah, ma mère organise une fête de fiançailles pour nous le week-end prochain, à la maison de campagne familiale à Fontainebleau. » Rien de trop élaboré, juste la famille et quelques amis proches. Le sourire de Béatrice vacilla légèrement. En 6 mois de relation, Gustave ne l'avait jamais présenté à sa famille. Les rares fois où il mentionnait sa mère, Régine, ou sa sœur, Vanessa, c'était toujours avec une certaine distance émotionnelle. « Ta mère est déjà au courant de... nous ?» Gustave hésita un instant si bref que Béatrice le remarqua à peine. « Bien sûr, elle est impatiente de rencontrer la femme qui a volé mon cœur. » Cette nuit-là, allongée à côté de Gustave endormi, Béatrice regarda la bague à son doigt. Elle était magnifique, parfaite. Alors pourquoi ressentait-elle cette inquiétude grandissante dans sa poitrine? Une voix en elle murmurait qu'elle était sur le point d'entrer dans un monde pour lequel elle n'avait pas été préparée. Le lendemain matin, elle tenta d'appeler Philippe pour lui annoncer la nouvelle, mais comme d'habitude, elle tomba sur la messagerie vocale. Elle envoya un message « J'ai des nouvelles. Appelle-moi quand tu pourras. » La réponse ne vint qu'en fin de journée. « Félicitations, ma petite. Gustave est un homme chanceux. Malheureusement, je suis à Singapour pour conclure une affaire. On se reparle à mon retour. » Cette semaine-là, Béatrice partagea son temps entre la préparation des cours, la correction des examens et la recherche d'une robe appropriée pour la fête de fiançailles. Elle visita plusieurs magasins, essaya des dizaines de modèles, mais tout semblait soit trop simple, soit trop prétentieux. Finalement, elle opta pour une robe bleu marine de coupe classique, la plus chère qu'elle ait jamais achetée, consommant une bonne partie de ses économies. « Elle sera parfaite », assura la vendeuse, « élégante, sans être extravagante. » Pendant qu'ils emballaient la robe, Béatrice consulta le solde de son compte bancaire sur son téléphone portable et soupira. 1 mois d'économie pour quelques heures d'acceptation sociale. Ça valait le coup, se dit-elle. Ce n'était que le début de sa nouvelle vie avec Gustave, et elle devait faire un effort pour s'intégrer dans son monde. Le chauffeur de l'application siffla doucement en passant les immenses portails en fer de la propriété des Dubois à Fontainebleau. Béatrice se recroquevilla sur la banquette arrière, essayant de calmer les papillons dans son estomac, tandis que la voiture avançait sur l'allée bordée d'arbres centenaires. « Première fois au domaine du Chêne Doré ?» demanda le chauffeur, ajustant le rétroviseur pour la regarder. « Oui », répondit Béatrice, serrant son petit sac à main. « C'est un endroit connu. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Les Dubois sont pratiquement la royauté de Fontainebleau. On dit que cette propriété a plus de 200 hectares. » Béatrice sentit sa bouche s'assécher. Gustave avait mentionné une « maison de campagne », pas un domaine historique avec un nom propre. Il était parti plus tôt pour aider aux préparatifs, promettant de la retrouver à l'entrée. La route privée semblait interminable, contournant des lacs artificiels et des jardins méticuleusement entretenus. Quand la maison principale apparut enfin, Béatrice dut retenir une exclamation. Ce n'était pas une maison, mais un manoir colonial, avec de larges vérandas, d'énormes fenêtres, et un escalier en marbre menant à l'entrée principale. La voiture s'arrêta devant l'escalier, où une rangée de véhicules de luxe déjà garés faisait paraître la modeste Honda du chauffeur comme une intruse. Un voiturier en uniforme ouvrit la porte à Béatrice. « Bienvenue au domaine du Chêne Doré, madame. » Béatrice descendit de la voiture,
ajustant nerveusement sa robe bleu marine. Elle paya la course et inclut un pourboire généreux, peut-être par solidarité avec quelqu'un qui semblait aussi déplacé qu'elle. Elle regarda autour d'elle, cherchant Gustave, mais il n'était pas en vue. Quelques invités arrivaient simultanément, des femmes en robes de créateurs célèbres et des hommes en costumes impeccables, tous descendant de voitures importées. « Vous devez être la professeure », dit une voix féminine derrière elle. Béatrice se retourna et rencontra une femme élégante, la cinquantaine, vêtue d'un ensemble jupe et blazer de marque et de bijoux qui coûtaient probablement plus que son salaire annuel. Ses cheveux gris étaient impeccablement coiffés en chignon et son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Régine Dubois », se présenta-t-elle, lui tendant la main aux ongles parfaitement manucurés. « Mère de Gustave. »« Béatrice Olivier », répondit-elle, serrant la main offerte. « C'est un plaisir de vous rencontrer enfin, Madame Dubois. »« Régine, s'il vous plaît, » corrigea la femme avec un sourire étudié. Ses yeux parcoururent Béatrice de haut en bas, évaluant rapidement sa robe, ses chaussures et l'absence de bijoux significatifs. « Gustave reçoit des invités importants dans son bureau. Il m'a demandé de vous accueillir. » Régine enlaça son bras à celui de Béatrice, la guidant à l'intérieur du manoir. Le hall d'entrée était imposant, avec un sol en marbre italien et un lustre en cristal qui devait avoir coûté une fortune. Des portraits de la famille Dubois dans des poses formelles ornaient les murs, entrecoupés d'œuvres d'art que Béatrice reconnut comme des originaux d'artistes français renommés. « Notre famille est à Fontainebleau depuis 5 générations, » commenta Régine, notant l'intérêt de Béatrice pour les portraits. « Les Dubois ont contribué à construire cette ville. Celui-ci est le grand-père de Gustave, fondateur de la banque. Et celui-là est son père, qui a étendu les affaires sur le marché international avant de nous quitter. » Elles entrèrent dans un grand salon, où une cinquantaine de personnes conversaient animément, des coupes de champagne à la main. Un quatuor à cordes jouait discrètement dans un coin. Des serveurs circulaient avec des plateaux d'amuse-bouches élaborés. « Permettez-moi de vous présenter à quelques amis de la famille, » dit Régine, conduisant Béatrice vers un groupe de femmes élégantes. Les présentations furent un flou de noms importants, de titres impressionnants et de regards évaluatifs. Béatrice tenta de mémoriser les noms, de sourire poliment et de répondre aux questions de plus en plus invasives. « Et où avez-vous étudié, ma chère ?» demanda une dame aux bijoux exubérants. « Université fédérale de la province », répondit Béatrice. « Ah, une université publique », commenta une autre, comme si elle mentionnait une maladie contagieuse. « C'est intéressant. Et vos parents, que font-ils » interrogea une troisième, entre 2 gorgées de champagne. « Mon père est mécanicien. Ma mère travaille dans un supermarché », répondit Béatrice, gardant la tête haute. Un silence gênant suivit sa réponse, rompu par l'arrivée d'une jeune femme qui aurait pu être la version féminine de Gustave, avec les mêmes yeux bruns foncés, maintenant froids et calculateurs. « Alors vous êtes la fameuse professeure, » dit-elle, évaluant Béatrice d'un regard dédaigneux. « Vanessa Dubois, sœur du fiancé. » Vanessa portait une robe rouge qui accentuait sa silhouette parfaite, complétée par des bijoux discrets mais manifestement chers. « Béatrice Olivier, enchantée de vous rencontrer. »« Le plaisir est pour moi, » répondit Vanessa sans sincérité. « Gustave a dit que vous étiez passionnée par l'enseignement aux enfants. C'est noble de votre part de vous consacrer à une profession si essentielle, bien que pas particulièrement lucrative. » Avant que Béatrice ne puisse répondre, Vanessa la prit par le bras. « Venez, allons retrouver mon frère. Il est occupé avec quelques associés de la banque, mais je suis sûr qu'il sera enchanté de montrer sa nouvelle conquête. » Vanessa conduisit Béatrice à travers le salon, s'arrêtant occasionnellement pour la présenter à d'autres invités, toujours avec une introduction qui sonnait subtilement condescendante. « Voici Béatrice, la professeure d'école publique qui a conquis mon frère. N'est-ce pas une histoire charmante ?» Après ce qui sembla une éternité, elles aperçurent enfin Gustave conversant avec un groupe d'hommes en costume. En voyant Béatrice, son visage s'illumina et il s'excusa rapidement auprès de ses collègues. « Béa !» s'exclama-t-il, l'embrassant légèrement sur les lèvres. « Tu es magnifique. Je vois que tu as déjà rencontré ma mère et ma sœur. »« Oui, » répondit-elle, soulagée d'être enfin à ses côtés. « Ta famille a été accueillante. » Vanessa sourit froidement. « Gustave, mon cher, tu aurais dû nous prévenir que ta fiancée était si authentique. Elle nous a raconté l'histoire de ses parents travailleurs. Quelle histoire inspirante de dépassement.
Gustave ne sembla pas remarquer le venin dans les paroles de sa sœur. Les parents de Béa sont des personnes incroyables. Son père peut réparer n'importe quel moteur, et sa mère connaît tout le monde dans leur ville. Fascinant, murmura Vanessa. Eh bien, je vais vous laisser seule. Maman a besoin d'aide pour quelque chose. Quand elle s'éloigna, Béatrice laissa échapper un soupir qu'elle ne savait pas retenir. Tout va bien? Demanda Gustave, prenant 2 coupes de champagne d'un serveur qui passait. Oui, juste un peu nerveuse. Tu n'avais pas mentionné que ta famille était si importante dans la région. Gustave haussa les épaules. Ce n'est que de la vieille histoire. Ce n'est pas quelque chose que je considère pertinent. L'important, c'est qui nous sommes, pas d'où nous venons, n'est-ce pas? Béatrice hocha la tête, mais une sensation inconfortable persistait. Dans les heures suivantes, Gustave fut à plusieurs reprises sollicité par divers invités, laissant Béatrice seule pendant des périodes de plus en plus longues. Elle tenta de se mêler, entamant des conversations sur l'art, la littérature, ou même l'économie française, des sujets qu'elle connaissait bien, mais invariablement la conversation revenait à sa profession, sa formation ou sa famille. Alors, vous ne vivez qu'avec un salaire de professeur? Demanda un homme d'âge moyen, semblant réellement intrigué. Je pensais que la plupart des professeurs avaient un mari qui, vous savez, payait les factures. Je suis très fier de mon indépendance financière, répondit Béatrice fermement. Bien sûr, rit l'homme. Mais maintenant, avec Gustave, eh bien ce problème est résolu, n'est-ce pas? Béatrice s'éloigna, feignant un intérêt pour une sculpture proche. Elle trouva un refuge temporaire dans la bibliothèque du manoir, une pièce impressionnante avec des étagères du sol au plafond, remplies de volumes reliés en cuir. Elle admirait une première édition de Balzac lorsque Régine entra. « Je vois que vous avez trouvé notre petit sanctuaire », commenta-t-elle, fermant la porte derrière elle. « C'est une collection impressionnante », répondit Béatrice, essayant de paraître décontractée. Régine s'approcha, ajustant un bracelet de diamants à son poignet. « Béatrice, puis-je vous appeler Béa ?»« Bien sûr. Béa, vous semblez une jeune femme intelligente. C'est pourquoi je vais être direct. Je suis préoccupé par vous et Gustave. » Béatrice se redressa, se préparant à ce qui allait suivre. « Mon fils a toujours eu un cœur généreux, parfois excessivement, » continua Régine. « Depuis petit, il adoptait des animaux abandonnés, donnait ses jouets à des enfants moins fortunés. C'est une qualité admirable, mais qui le mène souvent à des décisions impulsives. Madame Dubois, Régine, si vous suggérez que je suis un projet de charité pour Gustave, non, ma chère, bien sûr que non, » interrompit Régine avec un sourire qui ne démontrait aucune chaleur. « J'observe simplement que vous venez de mondes très différents. Gustave est un héritier. Il a été élevé pour assumer des responsabilités que vous ne comprendrez peut-être pas entièrement. » Béatrice sentit le sang lui monter aux joues. « J'apprécie votre préoccupation, mais Gustave et moi... Écoutez, ma chère. » Régine posa une main sur le bras de Béatrice. « Je ne remets pas en question vos sentiments. Je suis simplement pratique. Le monde dans lequel Gustave vit est complexe. Il y a des attentes, des traditions, des responsabilités. Une épouse dans ce monde doit être plus qu'une simple compagne amoureuse. Elle doit comprendre le jeu social, les alliances commerciales, le langage non dit du pouvoir. « Je suis prête à apprendre, » répondit Béatrice avec plus de confiance qu'elle n'en ressentait. Régine soupira. « J'en suis sûre, mais réfléchissez bien. Voulez-vous vraiment passer le reste de votre vie à essayer de vous intégrer dans un monde qui ne sera jamais vraiment le vôtre? Ou Gustave mérite-t-il quelqu'un qui comprenne déjà ce monde, qui puisse être une véritable partenaire dans tous les aspects de sa vie? » Avant que Béatrice ne puisse répondre, la porte de la bibliothèque s'ouvrit et Vanessa entra. « Vous voilà. Maman, les Montaigne viennent d'arriver et vous cherchent. Et Gustave cherche sa professeure pour le toast officiel. » Régine sourit doucement à Béatrice. « Pensez à ce que j'ai dit, ma chère. Parfois, le plus grand acte d'amour est de reconnaître quand nous devons prendre du recul. » Les 2 femmes sortirent, laissant Béatrice seule avec ses pensées tourbillonnantes. Elle respira profondément, ajusta sa robe et se prépara à retourner à la fête. Dans le miroir de la bibliothèque, elle vit son reflet. Une femme jolie, mais clairement hors de son élément, portant une robe qui avait coûté 1 mois de salaire, mais qui semblait simpliste comparée aux tenues des autres invités. « Tu peux le faire, » se dit-elle. « Pour Gustave. » Avec un dernier soupir, elle sortit de la bibliothèque et se dirigea vers le salon principal,
où Gustave l'attendait avec 2 coupes de champagne et un sourire qui ne percevait pas à quel point elle se sentait perdue. Le tintement de la cuillère en argent contre la coupe de cristal fit taire progressivement la foule dans le salon principal du domaine du Chêne Doré. Régine Dubois, impeccable dans son ensemble Chanel, souriait aux invités tout en se positionnant au centre du salon. Vanessa à ses côtés comme une copie plus jeune et plus affûtée. « Chers amis et familles », commença Régine, sa voix mélodieuse portant cet accent particulier de l'élite parisienne. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer un moment spécial dans la vie de notre cher Gustave. » Béatrice se tenait aux côtés de son fiancé, son bras enlacé au sien, se sentant comme une actrice sur une scène pour laquelle elle n'avait pas répété. Gustave souriait radieusement, apparemment inconscient de son malaise et des regards scrutateurs que toute la salle lançait dans sa direction. « En tant que mère, continua Regina, j'ai toujours rêvé du jour où mon fils trouverait quelqu'un avec qui partager sa vie, quelqu'un qui le comprendrait, qui s'intégrerait dans notre cercle familial, qui pourrait être une véritable partenaire dans tous les sens du terme. » Béatrice sentit un pincement d'anxiété avec l'accent mis sur « dans tous les sens du terme ». « Et maintenant, il nous présente Béatrice. » Regina tourna son regard directement vers elle, avec un sourire aussi poli qu'une lame fraîchement aiguisée. Une jeune femme dédiée à la noble profession de l'enseignement. Un murmure poliment intéressé parcourut le salon, mais Béatrice perçut des échanges de regards et des sourcils levés. Levons nos verres à Gustave et Béatrice, que leur engagement soit éclairant pour tous deux. À Gustave et Béatrice, firent écho les invités, bien que Béatrice remarqua que beaucoup buvaient en regardant plus Gustave que le couple. Après les toasts, l'orchestre reprit la musique douce et les invités recommencèrent à circuler dans le salon. Gustave fut rapidement entouré par un groupe d'hommes plus âgés qui le saluaient avec effusion. « Viens, je veux te présenter mon parrain de baptême », lui dit-il, la conduisant vers le groupe. Ces hommes étaient des figures éminentes du paysage financier français. Présidents de banques, investisseurs, entrepreneurs. Ils parlaient de fusion, d'acquisition et de mouvement du marché comme on discute du menu du déjeuner. Béatrice tenta de suivre, mais se retrouva vite exclue de la conversation. « Et que pensez-vous de la nouvelle politique monétaire, Béatrice ?» demanda soudain l'un des hommes, avec un sourire qui suggérait qu'il l'attestait. « Je crois qu'elle crée une fausse impression de stabilité, » répondit-elle, se souvenant des discussions économiques qu'elle avait l'habitude d'avoir avec Philippe. La réduction artificielle des taux d'intérêt peut stimuler la consommation à court terme, mais elle masque des problèmes structurels qui doivent être abordés par des réformes plus profondes. L'homme cligna des yeux, visiblement surpris par sa réponse articulée. Il y eut un bref moment de silence avant qu'un autre membre du groupe ne change rapidement de sujet, comme si sa contribution avait été un inconvénient à ignorer. Quelques minutes plus tard, Gustave fut appelé pour régler un problème avec le traiteur, laissant Béatrice seule de nouveau. Elle décida de se servir un verre d'eau au bar improvisé dans un coin du salon. En attendant, elle entendit distinctement son nom être mentionné par 2 femmes qui conversaient à proximité. Faisant semblant d'examiner une sculpture, elle s'approcha discrètement. « Clairement une arriviste », disait l'une d'elles, une blonde avec un collier de perles qui semblait trop lourd pour son cou mince. « Vous avez vu la robe ? Elle a dû l'acheter en solde dans un centre commercial. »« Regina est dévastée, » répondit l'autre, une brune aux cheveux artificiellement foncés. « Mais vous connaissez Gustave, il a toujours eu ce côté idéaliste. Vous vous souvenez quand il voulait travailler dans une ONG après la fac ? Dieu merci, son père l'a remis sur les rails avant de partir. Imaginez un Montaigne distribuant de la soupe aux sans-abri. Eh bien, maintenant, il amène l'une d'elles dans la famille. » La brune rit doucement. Au moins c'est une professeure et pas une de ces militantes aux cheveux colorés qu'il fréquentait à l'université. Je donne 6 mois à ses fiançailles. Moins si Regina décide d'intervenir plus activement. Les 2 rirent, levant leur verre dans un toast silencieux. Béatrice s'éloigna, sentant son visage chaud d'humiliation. Elle chercha une salle de bain où elle pourrait se ressaisir, parcourant un couloir décoré de portraits d'ancêtres Montaigne, tous la regardant avec le même jugement que celui qu'elle avait ressenti dans les yeux des invités vivants. La salle de bain était plus grande que sa chambre dans son appartement du 19e arrondissement de Paris, avec du marbre italien et des métaux dorés. Béatrice se regarda dans le miroir, voyant les premiers signes de désespoir dans ses propres yeux. « Tu es diplômée avec mention de la Sorbonne », murmura-t-elle à son reflet. « Tu as appris à lire à plus de 200 enfants. Tu as remporté le prix de l'éducatrice de l'année.
Ne laisse pas ces gens définir ta valeur. Quand elle sortit de la salle de bain, elle trouva Vanessa qui l'attendait dans le couloir, appuyée contre le mur, dans une pose étudiée et décontractée. « Je pensais que tu t'étais perdue, » dit-elle avec une fausse inquiétude. « J'avais juste besoin d'un moment, » répondit Béatrice. « Ça doit être beaucoup à assimiler. » Vanessa fit un pas en avant. « Tout ce luxe. En fait, je suis plus impressionné par la bibliothèque. Cette première édition de Machado de Assis est un trésor. » Vanessa cligna des yeux, momentanément désarmée par la réponse cultivée. Mais elle récupéra vite sa posture dédaigneuse. Gustave a toujours eu une faiblesse pour l'exotisme. À l'université, il a fréquenté une étudiante en échange de Tanzanie. Ensuite, une artiste performeuse qui vivait dans une communauté. Et maintenant, une professeure de l'enseignement public. Vanessa eut un sourire acéré. Mais il revient toujours à ce qu'il connaît, au monde auquel il appartient. « Je crois que tu sous-estimes ton frère, » répondit Béatrice, gardant sa voix calme. « Et peut-être aussi moi. »« Oh, je ne te sous-estime pas, ma chère. Je vois exactement qui tu es. » Vanessa fit un pas de plus, envahissant l'espace personnel de Béatrice. Une opportuniste assez maligne pour voir un ticket gagnant quand il apparaît souriant dans son costume Armani dans ton café du coin. « Oh, tu ne sais rien de moi ni de ma relation avec Gustave. » Béatrice sentit le sang lui monter à la tête, mais elle garda son calme. « Je sais assez. Je sais que ton salaire annuel ne couvre probablement pas le coût de cette salle de bain que tu viens d'utiliser. Je sais que tu as grandi dans... Où déjà? Une petite ville de province où les gens pensent qu'un centre commercial est une sortie du dimanche. Je sais que tu vois Gustave comme ton passeport pour un monde que tu as toujours observé de loin. » Béatrice respira profondément. « J'aime Gustave pour l'homme qu'il est, pas pour ce qu'il possède. » Vanessa rit, un son mélodieux et complètement dépourvu d'humour. Comme c'est commode. Aimer justement un homme qui, par hasard, a une fortune à 9 chiffres qui l'attend. Tellement romantique. Avant que Béatrice ne puisse répondre, elles entendirent des pas s'approcher. Gustave apparut dans le couloir, souriant distraitement. « Vous voilà. Je vous cherchais partout. L'oncle Édouard veut nous présenter au président de la région. Nous avions juste une conversation de filles, » dit Vanessa, son ton instantanément transformé en douceur, apprenant à mieux connaître ma future belle-sœur. Gustave sourit, évidemment satisfait de l'harmonie apparente. « Super. Allons-y, Béa. Le président de la région est un grand défenseur de l'éducation publique. Vous aurez beaucoup à vous dire. » Tandis qu'elle suivait le couloir, Vanessa murmura à l'oreille de Béatrice. « Il ne te choisira jamais, toi, plutôt que nous. » À la fin, le sang est le sang. La conversation avec le président de la région fut brève et superficielle, remplie de promesses creuses de valorisation du corps enseignant que Béatrice, en tant que professeure de l'enseignement public, savait qu'elle ne se concrétiserait jamais. Mais elle sourit et remercia, consciente des regards évaluatifs autour d'elle. La nuit avançait, et Béatrice se sentait de plus en plus épuisée par l'effort de sauver les apparences. Elle était dans le jardin, cherchant quelques minutes d'air frais, quand elle entendit un groupe d'hommes converser près d'un kiosque ornementé. Elle reconnut la voix d'un oncle de Gustave, qui avait été particulièrement impoli pendant le dîner. « Il est évidemment enchanté par elle, » disait l'homme, la voix légèrement traînante à cause de l'excès de whisky. « Il a toujours eu cette manie de rébellion. Vous vous souvenez quand il voulait donner une partie de son héritage à cette fondation d'alphabétisation ? La jeune femme est jolie, » commenta un autre. « On peut comprendre la fascination physique, et assez maligne pour voir une opportunité en or. Elle n'a probablement jamais vu autant d'argent de sa vie. » Le commentaire provoqua des rires généralisés. On ne peut pas la blâmer d'essayer de s'élever socialement. « Le vieux Auguste doit se retourner dans sa tombe, » dit un troisième. « Lui qui s'est tant efforcé de construire l'Empire Montaigne pour voir son petit-fils jeter tout dans les bras d'une petite institutrice de province. » Béatrice s'éloigna rapidement, le cœur martelant dans sa poitrine. Chaque commentaire était comme un petit coup de poignard, perforant la bulle de bonheur qu'elle avait construite avec Gustave ces derniers mois. De retour dans le salon principal, elle trouva Gustave conversant animément avec un groupe d'invités plus jeunes, probablement des amis de HEC. En la voyant, il sourit et tendit le bras, l'attirant à ses côtés. « Les amis, voici Béa, ma fiancée, » la présenta-t-il fièrement. « Béa, ce sont mes amis de mes années d'économie à HEC. » Les salutations furent polies, mais Béatrice remarqua les regards échangés, les sourcils discrètement levés, les évaluations silencieuses. « Alors, vous êtes professeur ?» demanda l'une des femmes,
avec un intérêt apparemment sincère. « De quelle matière ?»« Je suis professeur en cycle 2 de l'école primaire, » répondit Béatrice. « Je travaille principalement avec l'alphabétisation des enfants. »« C'est gratifiant, » commenta la femme, cherchant clairement quelque chose de positif à dire. « Ça doit être difficile de gérer autant d'enfants en même temps. »« 35 dans ma classe actuelle, » confirma Béatrice. « C'est un défi, mais extrêmement gratifiant de voir un enfant découvrir la magie de la lecture. »« Comment vous êtes-vous rencontrés, au fait ?» demanda l'un des hommes, échangeant un regard avec un autre ami. « Dans un café, » répondit Gustave, serrant affectueusement la main de Béatrice. « Je l'ai vu corrigeant des devoirs et j'ai été intrigué par sa concentration totale sur son travail. »« Comme c'est romantique, » commenta l'une des femmes, bien que son ton suggérât le contraire. « Comme dans les films. »« J'aime penser que c'était le destin, » dit Gustave, regardant Béatrice avec une affection sincère. « De tous les cafés de Paris, nous nous sommes retrouvés dans le même. » Sa sincérité réchauffa le cœur de Béatrice, lui offrant un bref moment de réconfort au milieu de la tempête de jugement. La conversation continua, superficielle et polie, mais Béatrice se sentait constamment évaluée, comme lors d'un entretien d'embauche pour un poste qui ne lui serait jamais offert. Quand le groupe se dispersa finalement, elle profita du moment seule avec Gustave. « Tes amis semblent intéressants, » commenta-t-elle, essayant de paraître décontractée. « Ce sont de bonnes personnes, » répondit Gustave distraitement, observant le salon. « Nous avons grandi ensemble, fréquenté les mêmes écoles. Certains travaillent avec moi à la banque maintenant. Ils savaient pour moi. Avant aujourd'hui. » Gustave hésita presque imperceptiblement. « J'ai mentionné que j'étais fiancé, bien sûr, mais tu n'as pas mentionné que ta fiancée était une professeure de l'enseignement public, » conclut Béatrice, plus comme une constatation qu'une accusation. « Je n'ai pas trouvé ça pertinent, » répondit-il, semblant réellement confus. « Ce qui compte, c'est qui tu es, pas ce que tu fais pour gagner ta vie. » Béatrice voulait le croire. Elle voulait désespérément croire que pour Gustave, son travail, son origine, son monde, n'étaient pas de simples détails gênants à cacher à ses pairs. Mais les événements de la nuit peignaient un tableau différent. « Gustave, je... » Avant qu'elle ne puisse conclure, Régina s'approcha accompagnée d'un couple d'âge mûr. « Mon fils, ma chère. » Sa voix était miel sur glace quand elle s'adressa à Béatrice. « Je veux que vous rencontriez Paul et Élise Montaigne. Paul est le nouveau président de la Banque de France, et Élise préside la principale fondation artistique du pays. » Une nouvelle série de sourires forcés, de poignées de main fermes, de questions poliment condescendantes. Béatrice se sentait s'enfoncer dans des sables mouvants, chaque faux sourire, chaque regard évaluatif la tirant plus bas. La nuit s'éternisait interminablement, un défilé de visages élégants et de commentaires acerbes déguisés en compliments. Béatrice remarqua un schéma. Gustave était constamment entraîné dans des conversations importantes, la laissant à la merci des regards et des murmures des invités. Quand ils étaient ensemble, il semblait complètement inconscient du sous-texte venimeux qui imprégnait chaque interaction. Dans un moment de relative calme, Béatrice s'échappa sur la terrasse, cherchant refuge dans la brise nocturne. Les lumières de la propriété s'étendaient à perte de vue, un rappel du vaste fossé entre son monde et celui de Gustave. « Tu fuis la fête ?» La voix de Régina coupa le silence comme du cristal brisé. Béatrice se retourna, trouvant la mère de Gustave l'observant, avec une expression qui mêlait pitié et triomphe. « J'avais juste besoin d'un peu d'air, » répondit-elle, redressant les épaules. Régina s'approcha, son parfum cher enveloppant Béatrice comme un nuage étouffant. « Ça doit être difficile pour toi, » dit-elle, avec une fausse sympathie. « Toutes ces personnes, ce monde si différent du tien. »« Je m'adapte, » répondit Béatrice, gardant sa dignité. « Ma chère !» Régina posa une main sur le bras de Béatrice, dans un geste qui semblait maternel, mais se sentait comme une griffe. « N'importe qui peut voir que tu te noies. Ce monde, notre monde, a des règles, des attentes, un langage propre qu'il faut des années pour maîtriser. Des années que tu n'as pas. » Béatrice resta silencieuse, refusant de donner à Régina la satisfaction de la voir fléchir. « Pense à Gustave, » continua Régina, serrant légèrement le bras de Béatrice. « Il a des obligations, des responsabilités envers la famille, envers l'héritage Montaigne. Crois-tu vraiment pouvoir l'aider à porter ce poids? Ou seras-tu juste un fardeau de plus pour lui ?» Avant que Béatrice ne puisse répondre, elles entendirent la voix de Vanessa venant de la porte de la terrasse. « Maman, les Dubois te cherchent. Quelque chose à propos de l'événement caritatif du mois prochain. »
Regina sourit à Béatrice, serrant son bras une dernière fois. « Pense à ce que je t'ai dit, ma chère. Parfois, le véritable amour signifie savoir quand s'éloigner. » Avec un dernier regard significatif, Regina retourna à la fête, laissant Béatrice seule avec ses pensées tourbillonnantes et un sentiment croissant d'avoir commis une terrible erreur en acceptant la demande en mariage de Gustave. Quand Béatrice retourna finalement dans le salon, la fête semblait avoir atteint son apogée. L'orchestre jouait plus joyeusement. Quelques personnes dansaient, et le bourdonnement des conversations avait significativement augmenté grâce à l'aide généreuse de l'alcool. Elle chercha Gustave parmi les invités, le trouvant finalement entouré d'un groupe de jeunes qui riaient de quelque chose qu'il venait de dire. Elle s'approcha lentement, absorbant la scène. Gustave semblait complètement dans son élément, confiant, charmant, parfaitement à l'aise dans son costume sur mesure, gesticulant avec une coupe de champagne à la main. C'était comme observer un poisson dans son habitat naturel, se déplaçant avec une grâce instinctive dans les eaux qu'il connaissait depuis la naissance. À ce moment-là, Béatrice vit avec une clarté douloureuse l'abîme qui les séparait. Ce n'était pas seulement une question d'argent ou de statut social, c'était un univers entier de références partagées, de comportements appris, d'attentes non verbalisées qui formaient la toile invisible dans laquelle Gustave avait grandi, et dans laquelle elle serait toujours une intruse, peu importe combien elle essaierait de s'adapter. Il la repéra finalement et ouvrit un sourire radieux. « Béa, viens, je racontais aux garçons cette fois où nous sommes allés au parc des Buttes-Chaumont, et tu as donné une leçon improvisée à ces enfants sur les arbres indigènes. » Béatrice força un sourire et s'approcha du groupe. Les garçons étaient de jeunes cadres aux visages bien rasés et aux sourires étudiés, tous vêtus de costumes qui semblaient sortir de la même boutique exclusive. « Gustave ne cesse de parler de toi, » commenta l'un d'eux avec un sourire qui n'atteignait pas les yeux. « Il dit que tu as un don spécial avec les enfants. »« C'est fascinant comme tu as choisi de dédier ta vie à l'éducation publique, » dit un autre, avec un ton qui faisait son choix ressembler à une excentricité particulière, comme collectionner des timbres rares ou faire de la jonglerie. « Nous avons besoin de plus de gens comme toi, » ajouta un troisième avec une condescendance mal dissimulée. « Quelqu'un doit bien enseigner aux enfants de nos employés, n'est-ce pas ?» Gustave rit avec ses amis, apparemment sans percevoir l'insulte voilée. Béatrice sentit son visage brûler, mais elle garda son sourire figé. « En fait, » répondit-elle calmement, « parmi mes élèves, il y a des enfants de médecins, d'avocats et même de banquiers qui apprécient l'approche pédagogique de notre école. » Le commentaire provoqua un bref moment de malaise, vite dissipé, quand l'un des garçons changea de sujet pour la plus récente fusion dans le secteur bancaire. Gustave plongea immédiatement dans la nouvelle conversation, tandis que Béatrice redevenait invisible, un accessoire décoratif à côté de son fiancé. « Excusez-moi, » murmura-t-elle finalement. « Je vais chercher quelque chose à boire. » Gustave remarqua à peine son départ, absorbé dans une discussion animée sur les taux d'intérêt. Au bar improvisé, Béatrice demanda une eau gazeuse. Le barman la servit avec un sourire poli, le premier geste sincère qu'elle avait reçu cette nuit-là. Tandis qu'elle buvait, elle entendit des rires bruyants venant d'un groupe proche. Elle reconnut immédiatement la voix de Vanessa, stridente par la combinaison de champagne et de malice. Et puis elle a dit qu'elle avait des élèves enfants de banquiers. Vanessa imitait la voix de Béatrice d'un ton exagérément simpliste, comme si n'importe qui dans ce salon inscrivait ses enfants dans une école municipale. Les rires augmentèrent. Béatrice resta immobile, le verre glacé contre ses doigts, maintenant insensible. « Le plus drôle, » continua Vanessa, « c'est qu'elle croit vraiment que son petit travail de modelage de pâte à modeler avec des enfants défavorisés est aussi important que ce que nous faisons. Comme si enseigner l'abécédaire changeait quoi que ce soit dans le monde réel. » Une vague d'indignation parcourut Béatrice. Elle pouvait supporter les insultes à son apparence, à ses origines, même les insinuations sur ses intentions avec Gustave. Mais son travail, la passion qui la poussait chaque jour à se lever à 5 heures du matin et à affronter des classes surchargées, un manque de matériel et des salaires en retard, cela était inacceptable. « En fait, » dit-elle, se tournant pour faire face au groupe, « alphabétiser un enfant change absolument tout dans son monde. » Le groupe se tut immédiatement, les visages surpris se tournant vers elle. Vanessa se remit rapidement, un sourire cruel se dessinant sur ses lèvres parfaitement maquillées. « Béatrice, ma chère, nous parlions justement de ton travail, si noble. »« J'ai remarqué, » répondit Béatrice, avançant d'un pas, « et je voudrais clarifier que modeler de la pâte à modeler n'est qu'une petite partie de ce que nous faisons. Principalement,
Nous apprenons aux enfants à lire le monde, à questionner, à penser de manière critique. Compétences qui apparemment ont manqué à ton éducation privilégiée, Vanessa. » Un silence choqué tomba sur le groupe. Vanessa pâlit momentanément avant de récupérer sa contenance. « Quel adorable discours !» répondit-elle, avec du venin dans la voix. « Typique de quelqu'un qui a besoin de justifier ses limitations de carrière. Mais soyons honnêtes, ma chère. Si ton travail était vraiment si important, il serait mieux rémunéré, tu ne crois pas ? Le marché reconnaît toujours la vraie valeur. » Un homme plus âgé, que Béatrice reconnut comme l'oncle de Gustave, se joignit à la conversation. « On ne peut pas blâmer la jeune femme d'essayer d'améliorer son statut, dit-il, assez fort pour être entendu par les tables voisines. N'importe qui à sa place ferait la même chose. Elle n'a probablement jamais vu autant d'argent de sa vie. » Des rires éclatèrent autour d'eux, et Béatrice sentit les regards de dizaines d'invités tournés vers elle. La chaleur monta de son cou jusqu'à ses joues, mais elle garda la tête haute. « Ma valeur en tant que personne ne se mesure pas à la taille de mon compte en banque, » répondit-elle fermement, « ni ma capacité à aimer Gustave. »« Oh, personne ne doute de votre capacité à aimer le compte en banque de Gustave, » rétorqua Vanessa, provoquant davantage de rire. Béatrice sentit des larmes monter, mais refusa de les laisser couler. Elle ne donnerait pas à Vanessa le plaisir de la voir s'effondrer. « Vous ne me connaissez pas, dit-elle, gardant sa voix ferme. Vous ne savez rien de moi, de ma vie, ni de mes sentiments pour Gustave. »« Nous en savons assez, intervint l'oncle à nouveau. Nous voyons ce genre de arrangement tout le temps, de jolies jeunes femmes d'origine modeste qui découvrent soudain un amour profond pour des jeunes hommes riches, une histoire aussi vieille que l'argent. » Béatrice regarda autour d'elle, cherchant Gustave, mais il était dans un autre coin du salon, toujours absorbé par sa conversation avec les cadres. Elle ne s'était jamais sentie aussi seule qu'à cet instant, entourée de dizaines de personnes en tenue de soirée. Régine se matérialisa à côté de Vanessa, son expression un mélange calculé d'inquiétude et d'embarras. « Béatrice, ma chère, vous semblez perturbée, » dit-elle, avec une fausse sollicitude. « Peut-être devriez-vous vous retirer un instant pour vous ressaisir. »« Je suis parfaitement sereine, Régine, » répondit Béatrice, juste fatiguée de faire semblant de ne pas remarquer ce qui se passe ici. Les yeux de Régine se durcirent, bien que son sourire restât intact. « Et que pensez-vous exactement qu'il se passe ?»« Un jugement, » répondit Béatrice simplement. « Dès l'instant où j'ai mis les pieds dans cette maison, j'ai été évaluée et jugée inappropriée. Non pas pour ce que je suis, mais pour ce que j'ai, ou plutôt pour ce que je n'ai pas. » Un murmure parcourut le groupe. Régine garda son sourire figé, mais ses yeux lançaient des poignards. « Personne ici ne vous juge, ma chère, » dit-elle, sa voix désormais audible pour un cercle plus large d'invités qui s'étaient arrêtés pour assister à la confrontation. « Nous sommes simplement inquiets de la compatibilité de vos mondes, des difficultés que vous rencontrerez certainement. »« Inquiets de protéger la fortune des Mendonça, voulez-vous dire ?» rétorqua Béatrice, sa patience finalement à bout. Le salon entier sembla s'être tu. Même l'orchestre avait réduit son volume, comme si les musiciens voulaient eux aussi suivre le drame qui se déroulait. « Comment avez-vous dit ?» La voix de Régine était désormais glaciale, son sourire complètement disparu. « Vous n'êtes pas préoccupé par Gustave ou par moi, » continua Béatrice, l'adrénaline la poussant à dire des vérités qu'elle avait ravalées toute la soirée. « Vous êtes préoccupé par ce que les autres penseront, par la rupture de la tradition, par la dilution du précieux sang bleu des Mendonça. Et surtout, vous êtes terrifié à l'idée de partager votre précieuse fortune avec quelqu'un que vous considérez inférieur. » Vanessa fit un pas en avant, abandonnant toute prétention de civilité. « Comment osez-vous ? Vous n'êtes rien. Vous n'avez rien. Qu'est-ce qu'une petite institutrice d'école publique pourrait bien offrir à quelqu'un comme Gustave ?» La question plana dans l'air comme une gifle. Le silence était total maintenant, des dizaines de regards tournés vers la confrontation au centre du salon. Béatrice sentit quelque chose se briser en elle, non pas son esprit, mais les chaînes de l'insécurité qui l'avaient maintenue poliment soumise toute la nuit. « Je peux offrir un amour sincère, » répondit-elle, sa voix claire et ferme. « Du respect, de l'admiration pour l'homme qu'il est et non pour la taille de son compte en banque. Je peux offrir un partenariat basé sur de vraies valeurs et non sur des arrangements de convenance sociale ou des fusions d'entreprises déguisées en mariage. » Régine s'avança, se plaçant entre Béatrice et Vanessa. « Je crois que vous n'êtes pas en état de continuer cette conversation, ma chère. Peut-être devrions-nous appeler Gustave pour... » « Non, »
interrompit Béatrice. Nous n'avons pas besoin de déranger Gustave. En fait, je crois que j'en ai assez vu de cette fête. Son cœur battait la chamade, tandis qu'elle prenait une décision qui changerait le cours de sa vie. Elle sortit son téléphone portable de son petit sac et tapa rapidement un message à son frère. « Philippe, j'ai besoin que tu viennes me chercher maintenant. Urgent. Je suis au domaine de l'Orme doré à Chartres. » La réponse vint presque instantanément. « Je pars maintenant. 20 minutes. » Béatrice rangea son téléphone et regarda directement Régine dans les yeux. « Je vous remercie de votre hospitalité, mais je crois que ma présence n'est plus nécessaire ni souhaitée. J'ai déjà appelé quelqu'un pour venir me chercher. »« Ne soyez pas dramatique, » siffla Régine, désormais visiblement irritée par la scène qui se déroulait devant les invités. « Gustave sera dévasté si vous partez comme ça. »« Gustave a à peine remarqué que j'étais humilié dans sa propre maison, » répondit Béatrice, avec un calme qui la surprit elle-même. S'il s'en souciait vraiment, il aurait remarqué ce qui se passait. À ce moment, comme invoqué par la conversation, Gustave émergea finalement de la foule, son visage affichant de la confusion en voyant la confrontation entre sa fiancée et sa famille. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il, regardant de Béatrice à sa mère et sa sœur. « Rien de grave, mon chéri, » répondit Régine rapidement. « Béatrice est juste un peu fatiguée, c'est tout. »« Béa ?» Gustave se tourna vers elle, remarquant finalement ses yeux embués et sa posture tendue. « Tout va bien ?» Béatrice hésita. Une partie d'elle voulait tout révéler, chaque insulte voilée, chaque commentaire malveillant, chaque regard de mépris qu'elle avait enduré toute la nuit. Mais qu'est-ce que cela changerait? Si Gustave n'avait rien remarqué jusqu'à présent, c'était parce qu'il avait choisi de ne pas voir. « Je suis juste fatiguée, » répondit-elle finalement. « J'ai appelé mon frère pour qu'il vienne me chercher. J'ai besoin de rentrer chez moi. »« Votre frère ?» Gustave parut confus. « Mais il n'habite pas à Paris? Comment va-t-il arriver jusqu'ici à cette heure-ci ?»« Il s'arrangera, » répondit Béatrice, se dirigeant vers l'entrée du salon. « Il s'arrange toujours. » Gustave la suivit, visiblement perplexe face à ce changement soudain de comportement. « Béa, attends. Si quelque chose s'est passé, nous pouvons en parler. Si quelqu'un a dit quelque chose qui t'a blessé... »« Le problème n'est pas ce qu'ils ont dit, Gustave, » l'interrompit-elle, s'arrêtant à mi-chemin. « C'est ce que tu n'as pas dit, ce que tu n'as pas vu, bien que cela se passât juste sous ton nez. » Son visage affichait une confusion sincère. « De quoi parles-tu » Béatrice soupira profondément. « Toute la soirée, j'ai été traitée comme une intruse, une opportuniste, quelqu'un qui n'appartient pas à votre monde. Votre famille, vos amis, tous ont clairement fait savoir qu'ils me considéraient inapproprié pour vous. »« Ce n'est pas vrai, » protesta Gustave, mais sans grande conviction. « Vous interprétez mal les choses. Votre sœur a imité ma voix, s'est moquée de mon travail publiquement. Votre oncle a insinué que j'étais une chasseuse de fortune. Votre mère m'a acculé 2 fois pour suggérer que je devrais reconsidérer nos fiançailles. Et vous n'avez rien remarqué de tout cela. » Le visage de Gustave pâlit. « Béa, je ne savais pas. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit avant ?»« Parce que cela ne devrait pas être nécessaire de le dire, » répondit-elle, la déception évidente dans sa voix. « Parce que vous auriez dû le remarquer. Vous auriez dû me défendre, sans que j'aie besoin de supplier pour votre protection. » À ce moment, Régine et Vanessa s'approchèrent, accompagnés de quelques invités curieux qui dissimulaient à peine leur intérêt pour le drame. « Gustave, mon chéri, » intervint Régine. « Béatrice est manifestement dépassée. Il serait peut-être préférable de la laisser se reposer. »« Ne parlez pas de moi comme si je n'étais pas présente, » coupa Béatrice, sa patience complètement épuisée. « C'est exactement le problème. Vous parlez de moi, autour de moi, mais jamais avec moi. Comme si j'étais un objet à évaluer et à jeter, et non une personne avec des sentiments et de la dignité. » Un silence gênant suivit ces paroles. Les invités échangèrent des regards, certains mal à l'aise, d'autres clairement amusés par le spectacle. « Je crois que ça suffit, » déclara Régine, sa voix froide. « Vous faites une scène inutile, Béatrice. »« Une scène ?» Béatrice laissa échapper un rire sans joie. « Vous avez passé toute la nuit à m'humilier, et c'est moi qui fais une scène pour enfin me défendre. »« Personne ne vous a humilié, » insista Régine, bien que ses yeux disent le contraire. « Vous le croyez vraiment ?» Béatrice regarda autour d'elle, vers les visages des invités. Tout le monde dans cette salle connaît la vérité. Tous ont participé au jeu de « faisons en sorte » que la petite institutrice se sente insignifiante. Certains plus activement que d'autres, mais tous complices. Gustave semblait complètement perdu, regardant de sa mère à sa fiancée, comme s'il ne reconnaissait aucune des deux.
« Béa, s'il te plaît, implora-t-il, baissant la voix. Allons dans un endroit plus privé. Nous pouvons en parler calmement. » « Il n'y a rien à discuter maintenant, » répondit-elle, sentant un étrange calme l'envahir. « Mon frère est déjà en route. Je vais l'attendre dehors. »« Laissez-la partir, Gustave, » intervint Vanessa avec un sourire malicieux. « Elle n'est clairement pas prête pour notre monde. Il vaut mieux le découvrir maintenant qu'après le mariage. » Béatrice fixa Vanessa longuement, puis se tourna vers Gustave. « Votre sœur a raison sur une chose. Il vaut mieux le découvrir maintenant. » Sur ces mots, elle se retourna et marcha dignement vers la sortie, sentant des dizaines de regards sur son dos. Personne ne la suivit. Dehors, devant le manoir, la nuit était étonnamment fraîche pour l'été en Île-de-France. Béatrice s'assit sur un banc de pierre près de l'entrée, observant les étoiles et respirant profondément l'air pur de la campagne. Une étrange sensation de libération l'envahissait, comme si elle avait enfin abandonné un rôle qui ne lui convenait pas. Son téléphone vibra avec un message de Philippe. 5 minutes. Béatrice sourit, imaginant le visage des Mendonça quand il découvrirait qui était réellement son frère aîné. Non pas que cela importe maintenant. Le voile était tombé, et elle voyait clairement ce qui était réellement en jeu. Ce n'était pas seulement une question d'acceptation sociale ou de différence financière. C'était une question de respect, de dignité et de valeurs fondamentalement incompatibles. En attendant, Béatrice contempla les choix qui l'avaient menée jusqu'ici et ceux qu'elle ferait à partir de ce moment. Une chose était sûre, elle ne permettrait plus jamais à quiconque de la faire se sentir inférieure en raison du travail qu'elle aimait tant, ou des origines dont elle était si fière. Au loin, elle entendit le son de moteurs puissants s'approcher. Son frère arrivait et avec lui, la fin d'un chapitre de sa vie et le début d'un autre. Le son des moteurs résonna à travers la propriété, tandis qu'un cortège de 3 SUV noirs, impeccablement polis, avançait le long de l'allée d'Orme. Les phares fendèrent l'obscurité comme des sentinelles annonçant l'arrivée de quelqu'un d'important. Béatrice se leva du banc de pierre, un mélange de soulagement et d'anticipation parcourant son corps. Les véhicules s'arrêtèrent en formation précise devant l'entrée principale. Du premier SUV descendit un homme corpulent aux allures de garde du corps, vêtu d'un costume sombre et portant un écouteur. Il vérifia rapidement les environs avant d'ouvrir la porte arrière du véhicule central. Philippe Oliveira émergea avec la grâce contenue d'un prédateur. Grand, athlétique, vêtu d'un costume italien bleu marine qui semblait avoir été sculpté sur son corps, il dégageait une autorité silencieuse qui n'avait pas besoin d'être annoncée. Ses yeux, les mêmes yeux bruns expressifs de Béatrice, rencontrèrent immédiatement ceux de sa sœur. « Béa !» appela-t-il, ouvrant les bras. Béatrice courut vers son frère, l'enlaçant étroitement. Elle sentit l'odeur familière de son parfum exclusif et laissa quelques larmes s'échapper enfin. « Je suis désolée pour ça, » murmura-t-elle contre son épaule. « Je sais que tu étais occupée. » Philippe s'écarta doucement, la tenant par les épaules et étudiant son visage. « Je ne suis jamais trop occupé pour toi, ma petite, surtout quand tu m'envoies un message désespéré à 11 heures du soir. » 2 autres hommes en costume étaient descendus du 3e SUV et se positionnaient discrètement à quelques mètres, leurs regards attentifs scannant constamment les environs. Le cortège ne passa pas inaperçu. Des lumières commençaient à s'allumer aux fenêtres du manoir, et des silhouettes curieuses apparaissaient derrière les rideaux. « Qui sont ces hommes ?» demanda Béatrice, observant les gardes du corps. « Mon équipe de protection », répondit Philippe avec désinvolture. « Un mal nécessaire quand on a le genre d'ennemi que j'ai créé ces dernières années. » À ce moment-là, la porte principale du manoir s'ouvrit et Gustave apparut, suivi de Régine, Vanessa et quelques invités curieux. Le fiancé de Béatrice semblait confus, regardant de sa fiancée au cortège de voitures luxueuses et d'hommes en costume. « Béa ?» appela Gustave, descendant quelques marches. « Que se passe-t-il? Qui sont ces gens ?» Philippe se tourna lentement pour faire face au groupe, son visage désormais un masque d'indifférence polie. Béatrice remarqua le subtil changement dans sa posture, les épaules plus droites, le menton légèrement relevé, les yeux froidement calculés. C'était la posture qu'elle l'avait vu adopter lors de rares apparitions publiques, quand il devait affronter des caméras ou des investisseurs. « Vous devez être Gustave, » dit Philippe, avançant de quelques pas et tendant la main. « Philippe Oliveira, frère de Béatrice. » Gustave accepta la poignée de main automatiquement, clairement déconcerté par la présentation formelle et le cortège impressionnant. « Philippe. »« Oui, Béa vous a mentionné.
Je ne m'attendais pas à cela. Les yeux de Gustave parcoururent les véhicules luxueux, les gardes du corps, le costume impeccable qui avait clairement coûté le prix d'une voiture populaire. « Je m'en doutais », répondit Philippe avec un sourire poli, mais dénué de chaleur. Régine descendit les escaliers, son regard calculateur évaluant rapidement la situation. Des années de vie sociale avec l'élite lui donnaient la capacité de reconnaître le pouvoir et la richesse quand elle les voyait. Et ce qu'elle voyait devant elle était quelqu'un clairement habitué aux deux. « Bonsoir », dit-elle, tendant la main avec son sourire le plus charmant. « Régine Mendonça, mère de Gustave. Je ne savais pas que nous attendions d'autres invités ce soir. » Philippe serra brièvement la main tendue. « Je ne suis pas un invité, Madame Mendonça. Je suis venu chercher ma sœur. » À la hâte, apparemment, commenta Vanessa qui s'était jointe au groupe, ses yeux curieux parcourant Philippe de haut en bas avec un intérêt renouvelé. « Quelque chose s'est-il passé? Béatrice m'a envoyé un message, » répondit Philippe, son ton maintenant plus acéré, me demandant d'être secouru d'une situation désagréable. Un silence gênant tomba sur le groupe. Plus d'invités étaient sortis dans le jardin, attirés par l'agitation et les voitures impressionnantes. « Il doit y avoir un malentendu, » insista Régine, lançant un regard d'avertissement à Béatrice. « Nous célébrions simplement les fiançailles de Gustave et Béatrice. Une petite réunion de famille. » « Petite ?» Philippe leva un sourcil, observant le manoir illuminé et les dizaines de voitures garées. « Intéressante définition de petite, Madame Mendonça. » Un des gardes du corps s'approcha discrètement de Philippe et lui murmura quelque chose à l'oreille. Philippe hocha brièvement la tête avant de reporter son attention sur le groupe. « Je crois que nous avons déjà pris trop de temps de votre célébration, » dit-il, plaçant un bras protecteur autour des épaules de Béatrice. « Ma sœur semble épuisée. Je vais la ramener chez elle. »« Attendez, » intervint Gustave, semblant enfin se remettre du choc initial. « Béa, pouvons-nous parler avant que vous partiez? En privé ?» Béatrice hésita, regardant l'homme qui, jusqu'à quelques heures auparavant, représentait son avenir. Elle vit une confusion sincère dans ses yeux, mais aussi une cécité commode qui avait permis qu'elle soit humiliée sous son propre toit. « Je crois que nous avons assez parlé pour aujourd'hui, Gustave, » répondit-elle doucement. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. » À ce moment, un homme plus âgé émergea du manoir, l'oncle de Gustave qui avait fait des commentaires particulièrement cruels sur Béatrice pendant la soirée. Ses yeux s'écarquillèrent en reconnaissant Philippe. « Mon Dieu !» s'exclama-t-il assez fort pour être entendu par tous autour. « Vous êtes Philippe Oliveira? Le Philippe Oliveira d'Oliveira Tech ?» Un murmure parcourut le groupe. Oliveira Tech était l'une des plus grandes entreprises de technologie de France, récemment évaluée à des milliards de dollars après son expansion sur les marchés internationaux. Son fondateur et PDG était fréquemment mentionné parmi les hommes les plus riches du pays, bien qu'il fût notoirement discret, apparaissant rarement lors d'événements publics ou dans les médias sociaux. Philippe se tourna vers l'homme avec un sourire poli. « Oui, c'est moi. » Le murmure se transforma en brouhaha. Régine pâlit visiblement, tandis que Vanessa semblait avoir été frappée par la foudre, son regard alternant rapidement entre Philippe et Béatrice, comme si elle tentait de réconcilier la simple petite institutrice avec le frère milliardaire. « Vous êtes le frère de Béatrice ?» demanda Régine, sa voix tremblant légèrement. « Notre Béatrice ? Je crois que notre est une exagération, étant donné le traitement qu'elle a reçu ce soir, » répondit Philippe, sa voix maintenant glaciale. « Mais oui, Béatrice est ma sœur. » Gustave semblait complètement perdu. « Béa n'a jamais mentionné, je veux dire, elle a dit que vous travailliez dans la technologie, mais ne jamais mentionner mon nom de famille, où ma position était son choix, pas le mien, » expliqua Philippe, regardant sa sœur avec fierté. Béatrice a toujours voulu tracer son propre chemin, être reconnue pour ses propres mérites. Admirable, n'est-ce pas? Le sarcasme dans sa dernière question était palpable. Certains invités eurent la décence de paraître honteux, baissant les yeux ou s'éloignant discrètement. D'autres, cependant, s'approchaient encore plus, attirés par le drame et la révélation soudaine. « Monsieur Oliveira », dit un homme d'âge mûr que Béatrice reconnut comme l'un des banquiers amis de la famille Mendonça. « C'est un honneur de vous rencontrer. J'ai suivi le travail révolutionnaire d'Oliveira Tech dans le domaine de l'intelligence artificielle. Nous pourrions peut-être discuter de certaines opportunités d'investissement. »« Je ne suis pas ici pour affaires, » coupa Philippe sèchement. « Je suis venu chercher ma sœur. »
Régine, se remettant rapidement du choc initial comme la mondaine expérimentée qu'elle était, fit un pas en avant avec son sourire le plus charmant. « Monsieur Oliveira, Philippe, s'il y a eu un malentendu ce soir, je vous présente mes sincères excuses. Nous n'avions aucune idée que Béatrice était votre sœur. » La franchise accidentelle de cette déclaration plana dans l'air pendant quelques secondes avant que Régine ne réalise son erreur. Une rougeur monta le long de son cou jusqu'à ses joues parfaitement maquillées. « Ce que ma mère veut dire, » intervint Vanessa rapidement, « c'est que Béatrice n'a jamais mentionné sa connexion familiale. Naturellement, cela aurait mieux contextualisé votre présence ici. » Philippe laissa échapper un rire bref et sans humour. « Contextualiser ? Intéressant choix de mots. Alors, le traitement que vous réservez aux gens dépend de qui sont leurs parents ou de combien d'argent ils ont en banque. » Vanessa pâlit. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. »« C'est exactement ça, » répondit Béatrice, retrouvant sa voix. « C'est exactement comme ça que vous pensez, et c'est pourquoi je dois partir. » Gustave sembla finalement comprendre la gravité de la situation. Il s'approcha de Béatrice, ignorant les regards d'avertissement de sa mère. « Béa, si quelqu'un t'a maltraité, je suis désolé, je ne savais pas, je n'ai pas remarqué. »« C'est ça le problème, Gustave, » répondit-elle doucement. « Tu n'as pas remarqué. Tu n'as pas voulu remarquer. » Une expression de douleur sincère traversa le visage de Gustave. « Je peux arranger ça. Nous pouvons en parler, résoudre. »« Il n'y a rien à résoudre maintenant, » interrompit Béatrice. « J'ai besoin de temps. » Philippe observait l'interaction d'un œil attentif, son bras toujours protecteur autour des épaules de sa sœur. Quand Gustave tenta de s'approcher davantage, il fit un pas en avant, bloquant subtilement le passage. « Je crois que ma sœur a clairement fait connaître sa position, » dit Philippe, sa voix portant désormais une autorité incontestable. « Elle a besoin d'espace. Je vous suggère de respecter cela. » Un des agents de sécurité ouvrit la porte arrière du SUV central. Philippe conduisit Béatrice doucement jusqu'au véhicule, ignorant les regards et les murmures des invités autour. Avant de monter dans la voiture, Béatrice se tourna pour faire face au groupe réuni sur l'escalier du manoir. Régine, son sourire désormais complètement disparu. Vanessa, pâle et visiblement perturbée. Et Gustave, confus et blessé. « Juste pour clarifier, » dit-elle, sa voix claire dans la nuit silencieuse. « Je ne pars pas parce que je suis la sœur de Philippe Olivier. Je pars parce que, sa sœur ou non, je mérite le respect pour ce que je suis, pas pour ce que je possède ou pour qui je connais. » Sur ces mots, elle monta dans le véhicule. Philippe la suivit, fermant la porte derrière lui. Les agents de sécurité prirent rapidement leur position dans les autres voitures et le convoi commença à manœuvrer pour partir. À travers la fenêtre teintée, Béatrice observa le manoir et ses occupants s'éloigner au loin. Elle ressentait un mélange d'émotions, soulagement, tristesse, colère, mais aussi, étonnamment, un sentiment de libération. « Tu n'avais pas besoin de venir personnellement, » dit-elle finalement, alors qu'ils étaient déjà sur la route principale. « Tu aurais pu envoyer seulement un chauffeur. » Philippe sourit, un sourire sincère qui adoucissait ses traits habituellement sérieux. Et manquer l'occasion de voir la tête des Montaigne quand ils découvriraient qui était leur petite maîtresse? Jamais. Béatrice ne put retenir un rire, bien que ses yeux fussent encore embués. « C'était assez dramatique, n'est-ce pas? Tu as toujours eu du talent pour le théâtre, petite, » répondit-il, lui serrant affectueusement la main. « Depuis que nous étions enfants en Limousin et que tu organisais ces pièces de théâtre dans le jardin. » Ils restèrent silencieux quelques instants. Le doux ronronnement du moteur de luxe et le léger murmure de la climatisation étant les seuls sons dans l'habitacle isolé. « Tu veux me raconter ce qui s'est passé ?» demanda Philippe finalement. Béatrice soupira profondément, laissant enfin les larmes couler librement sur ses joues. « Ils m'ont humilié, Philippe, pas ouvertement au début. C'étaient des commentaires subtils, des regards, des questions apparemment innocentes sur mes parents, ma formation, mon travail, comme s'ils évaluaient une marchandise défectueuse. » Philippe écoutait attentivement, son visage durcissant progressivement. Sa mère m'a acculé 2 fois pour suggérer que je n'étais pas adapté à leur monde. Sa sœur s'est ouvertement moquée de mon travail, a imité ma voix, a insinué que j'étais une chasseuse de fortune. Et Gustave n'a tout simplement rien vu de tout cela, ou a choisi de ne pas voir. « Idiot », murmura Philippe. « Le pire n'a pas été ce qu'ils ont dit, » continua Béatrice, essuyant ses larmes avec un mouchoir que Philippe lui avait offert.
ce fut de réaliser que, pour eux, ma valeur en tant que personne était directement liée à la taille de mon compte en banque ou au statut social de ma famille, comme si rien d'autre n'importait, ni mon éducation, ni mon intelligence, ni mes valeurs, ni mon caractère. Les gens comme les Montaigne vivent dans des bulles, commenta Philippe. Leur vision du monde est si déformée qu'ils ne peuvent pas voir de valeur au-delà des zéros sur un compte en banque ou du nom de famille sur une carte de visite. Ça, ce qui me fait mal, c'est que je pensais que Gustave était différent, confessa Béatrice. Les premiers mois, il semblait sincèrement intéressé par moi, par mon travail, par mes idées. Il fréquentait des endroits simples sans se plaindre, parlait à mes collègues professeurs sans condescendance. Je pensais que j'avais trouvé quelqu'un qui voyait au-delà des apparences. Philippe observa sa sœur un instant, son regard s'adoucissant. Peut-être qu'il voit vraiment. Mais il y a une grande différence entre apprécier quelque chose de différent de son monde et réellement affronter son propre monde pour cela. La voiture glissait silencieusement sur l'autoroute, en direction de Paris. Les lumières des autres véhicules passant comme des étoiles filantes dans l'obscurité. « Et maintenant ?» demanda Philippe. « Qu'est-ce que tu comptes faire ?» Béatrice regarda la bague de fiançailles à son doigt. Le diamant qui lui avait semblé discret auparavant brillait maintenant ostensiblement, un symbole non pas d'amour, mais d'une transaction ratée. « Il faut que j'y réfléchisse, » répondit-elle, faisant tourner la bague. « Une partie de moi veut croire que Gustave m'aime vraiment, qu'il a juste été aveuglé par le comportement de sa famille, que nous pouvons surmonter cela. Et l'autre partie sait que même s'il m'aime, il n'aura jamais le courage d'affronter sa famille, son monde, pour moi, et que, même s'il l'avait, je serais toujours l'intruse, l'étrangère, la professeure qui a eu la chance d'attraper le célibataire le plus convoité de Paris. » Philippe acquiesça silencieusement, respectant le processus de réflexion de sa sœur. « Tu sais ce qui est le plus ironique ?» continua Béatrice, avec un sourire triste. « S'ils avaient su dès le début que j'étais ta sœur, ils m'auraient traité comme une reine. Ils se seraient efforcés de m'impressionner, de gagner ma faveur, le même caractère, la même personne, mais un nom de famille différent et tout changerait. C'est pourquoi je n'utilise jamais mon nom de famille ou ma position dans des contextes personnels, commenta Philippe. Je ne sais jamais si les gens sont intéressés par moi ou par mon argent. Exactement pour cela que je ne t'ai jamais mentionné à Gustave ou à sa famille, acquiesça Béatrice. Je voulais être aimée pour ce que je suis, pas pour qui je connais ou l'accès que j'ai aux ressources. Les bâtiments de Paris commençaient à apparaître à l'horizon, la ville qui ne dort jamais brillant de millions de lumières dans l'aube qui approchait. « Je vais te conduire à mon appartement, » dit Philippe. « Tu pourras y rester le temps qu'il te faudra pour réfléchir, sans pression, sans interférence. » Béatrice acquiesça avec gratitude, posant sa tête sur l'épaule de son frère, comme elle le faisait quand ils étaient enfants. « Merci d'être venu me chercher. »« Toujours, » répondit-il simplement. Le SUV continua d'avancer sur l'autoroute, laissant derrière elle le domaine de l'orme jaune et peut-être un futur qui n'aurait jamais dû exister. Le matin arriva avec la douceur d'une étreinte, le soleil de Paris filtrant à travers les rideaux de la chambre d'amis, dans le penthouse en duplex de Philippe. Béatrice ouvrit les yeux lentement, ayant besoin de quelques secondes pour se souvenir où elle était et pourquoi. Les événements de la nuit précédente revinrent comme des éclairs. Le manoir des Montaigne, les regards de mépris, les mots tranchants, l'arrivée dramatique de Philippe, la fuite au milieu de la nuit. L'horloge sur la table de chevet indiquait un peu plus de 9 heures, un luxe rare pour quelqu'un habitué à se lever à 5 heures du matin pour préparer ses cours. Béatrice s'étira, sentant le confort des draps en coton égyptien et du matelas qui semblait étreindre son corps. L'appartement de Philippe occupait les 2 derniers étages d'un des immeubles les plus exclusifs de Paris, avec une vue panoramique sur le bois de Boulogne. Il était minimaliste et élégant, comme Philippe lui-même, sans ostentation inutile, mais avec le meilleur que l'argent pouvait acheter dans chaque détail. Son téléphone, mis en silencieux la veille, affichait des dizaines de notifications. 15 appels manqués de Gustave, 27 messages, 3 appels de Régine Montaigne, même un message de Vanessa, probablement une tentative de réparation calculée après la révélation concernant Philippe. Béatrice ignora toutes ces notifications. Elle avait besoin de temps, d'espace pour réfléchir, sans la pression d'explications immédiates ou d'excuses répétées. Elle enfila un des peignoirs en coton égyptien disponibles dans le dressing et se dirigea vers la cuisine gastronomique,
où elle trouva Philippe déjà impeccablement vêtu d'un costume gris anthracite, tapant rapidement sur son ordinateur portable tout en buvant son expresso. « Bonjour, marmotte », la salua-t-il, levant les yeux de l'écran avec un sourire affectueux. « Bonjour, répondit Béatrice, se servant du café dans une des élégantes tasses en porcelaine. « Tu es déjà au travail à cette heure ? C'est samedi. » Philippe haussa les épaules. « Nous finalisons une acquisition en Asie. Décalage horaire. De plus, je ne peux pas rester inactif après 6 heures du matin, tu le sais. » C'était vrai. Depuis l'enfance, Philippe avait toujours été le premier à se réveiller dans la modeste maison en Limousin, souvent déjà en train d'étudier quand le reste de la famille commençait à bouger. « Qu'est-ce que tu comptes faire aujourd'hui » demanda-t-il, fermant son ordinateur portable. Béatrice soupira, observant la vapeur s'élevant de sa tasse. « Il faut que je rende ceci », répondit-elle, levant la main où la bague de fiançailles brillait encore, paraissant maintenant étrangement déplacée. « Tu es sûr ? Tu ne veux pas y réfléchir un peu plus ? Parler à Gustave ?»« J'ai beaucoup réfléchi pendant la nuit, » confessa Béatrice. « Et la vérité est que, même si nous pouvions surmonter ce qui s'est passé hier, cela resterait toujours entre nous. Je serai toujours la professeure qui n'appartient pas à son monde, essayant de m'intégrer, tandis qu'il serait l'héritier qui a condescendu à épouser quelqu'un en dessous de sa classe sociale. » Philippe acquiesça, respectant la décision de sa sœur. « De quoi as-tu besoin pour faire cela ? Juste un trajet jusqu'à son appartement. Je veux le faire personnellement. Tu es sûr ? Je peux envoyer un messager ou... Je dois le faire face à face, Philippe. Je me le dois, et je le lui dois. » 3 heures plus tard, Béatrice était devant la porte du penthouse de Gustave à Neuilly-sur-Seine, la bague dans une petite boîte en velours dans la paume de sa main. Elle portait des vêtements empruntés à l'une des assistantes de Philippe, un ensemble simple mais élégant qui ne révélait rien de son état émotionnel turbulent. Elle respira profondément et sonna à la porte. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit révélant un Gustave à l'air abattu, yeux rouges, barbe de 3 jours, portant toujours les mêmes vêtements que la veille. « Béa » murmura-t-il, comme s'il craignait qu'elle ne soit une apparition qui pourrait disparaître à tout moment. « Tu es venu. Pouvons-nous parler ?» demanda-t-elle, gardant sa voix ferme malgré le serrement dans sa poitrine, en le voyant si clairement bouleversé. Il s'écarta pour la laisser entrer. L'appartement, normalement impeccable, montrait des signes de désordre. Une bouteille de whisky à moitié vide sur la table basse, des documents éparpillés, une cravate jetée sur le canapé. « J'ai essayé de t'appeler toute la nuit, » dit Gustave, passant les mains dans ses cheveux ébouriffés. « J'étais inquiet, désespéré. J'avais besoin de temps pour réfléchir, » répondit Béatrice, s'asseyant sur le bord du canapé. « Pour digérer tout ce qui s'était passé. » Gustave s'assit en face d'elle, se penchant en avant, les coudes sur les genoux, les yeux fixés sur les siens. « Béa, je suis désolé pour ce qui s'est passé. Je n'avais aucune idée de la façon dont ma famille te traitait. Si j'avais su... » « Mais tu aurais dû t'en rendre compte, Gustave, » l'interrompit-elle doucement. « Ça se passait juste devant toi. Et le fait que tu ne l'aies pas remarqué en dit long sur la façon dont nous fonctionnons en tant que couple. » Il baissa les yeux, la culpabilité évidente sur son visage. « Ma mère a appelé ce matin, » continua-t-il. « Elle voulait s'excuser, elle a dit qu'il y avait eu un malentendu. Vanessa aussi. Soudain, tout le monde veut se racheter. Après qu'ils aient découvert qui est mon frère, observa Béatrice sans cacher l'amertume dans sa voix. « Ce n'est pas seulement ça, » protesta Gustave, bien que sans grande conviction. « Ils ont réalisé qu'ils t'avaient blessé. Ils ont réalisé qu'ils avaient blessé la sœur de Philippe Olivier, » corrigea Béatrice. « Si j'étais juste la professeure fille d'un mécanicien, personne n'appellerait pour s'excuser. » Gustave ne répondit pas, incapable de nier l'évidence de ses paroles. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ton frère ?» demanda-t-il finalement, sa voix presque un murmure. Béatrice s'autorisa un petit sourire triste. « Parce que je voulais être aimée pour ce que je suis, pas pour le nom de famille que je porte ou les connexions que j'ai. Parce que je voulais être sûre que la personne que je choisirais pour partager ma vie me valoriserait pour mon caractère, mes passions, mes valeurs, pas pour le solde bancaire de mon frère. Je t'aime pour ce que tu es, » insista Gustave, tendant la main pour toucher la sienne. « Je t'ai toujours aimé. » Béatrice recula doucement, posant la petite boîte en velours sur la table basse entre eux. « Mais pas assez pour me défendre quand c'était nécessaire, pas assez pour réaliser que j'étais humilié dans ta propre maison, pas assez pour affronter ta famille pour moi. Je peux le faire maintenant, promit-il, son regard suppliant. Je peux leur dire que soit ils t'acceptent, soit...
Ou quoi? L'interrompit Béatrice doucement. Tu vas renoncer à l'Empire Montaigne. Tu vas abandonner ta place à la banque familiale, ton nom de famille, tes connexions sociales. Le silence de Gustave fut une réponse suffisante. Tu vois, continua-t-elle, et je ne dis pas que tu devrais faire ces choses. Je te montre juste qu'il y a des limites à ce que tu es prêt à faire pour nous, des limites qui sont déterminées par le monde auquel tu appartiens et que tu ne veux pas abandonner. Gustave regarda la boîte sur la table, une compréhension douloureuse apparaissant dans ses yeux. Tu me quittes. Ce n'était pas une question. Béatrice acquiesça lentement. Pas parce que je ne t'aime pas, expliqua-t-elle, sa voix tremblant légèrement, mais parce que l'amour ne suffit pas. Nous avons besoin de valeurs partagées, de respect mutuel, de courage pour nous défendre l'un l'autre. Et surtout, nous avons besoin d'appartenir au monde l'un de l'autre, non pas comme des visiteurs tolérés, mais comme des partenaires égaux. Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Gustave. Nous pouvons construire notre propre monde, argumenta-t-il dans une dernière tentative désespérée. Pas quand l'un de nous a encore un pied fermement ancré dans son ancien monde, répondit Béatrice, se levant. Et tu l'as, Gustave. Peut-être ne le réalises-tu même pas, mais tu l'as. Elle marcha jusqu'à la fenêtre, observant la ville qui s'étendait en contrebas. Un instant, elle imagina la vie qu'ils auraient pu avoir. Les fêtes élégantes, les voyages internationaux, les dîners avec la haute société où elle serait toujours la professeure qui a eu la chance d'épouser un Montaigne. « Je veux que tu saches que je ne te blâme pas, dit-elle, toujours de dos. Tu es le produit de l'environnement dans lequel tu as grandi, tout comme je le suis du mien. Peut-être dans un autre univers, aurions-nous pu trouver un terrain d'entente. Mais dans celui-ci, je pense que nous méritons tous les deux mieux. Ce que tu mérites, Béa, demanda-t-il, sa voix étranglée. Ce que tu cherches. Béatrice se tourna pour lui faire face, sentant une certitude croissante dans son cœur. Quelqu'un qui me voit complètement, qui valorise ce que je fais, non pas malgré le salaire ou le statut, mais à cause de la passion et du but que cela représente. Quelqu'un dont les valeurs s'alignent naturellement aux miennes, sans effort ni concession douloureuse. Gustave se leva aussi, essuyant ses larmes du revers de la main. Il était évident, même dans son désespoir, qu'une partie de lui comprenait, qu'il reconnaissait la vérité dans ses paroles. « Je suis désolé, dit-il finalement, de ne pas avoir été cet homme. »« Moi aussi, répondit Béatrice, s'approchant pour toucher son visage une dernière fois. « Tu m'as rendue heureuse, Gustave. Pendant un temps, j'ai cru que nous pourrions surmonter n'importe quelle différence. Mais certaines différences sont trop fondamentales. » Avec un dernier regard, Béatrice se dirigea vers la porte. Gustave ne la suivit pas. « Bonne chance, Béa, dit-il, quand elle eut déjà la main sur la poignée. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. » Béatrice sourit, un sourire sincère même au milieu de la tristesse de l'adieu. « Toi aussi, Gustave, j'espère que tu trouveras quelqu'un qui appartient naturellement à ton monde et qui te mettra quand même au défi d'être une meilleure version de toi-même. » La porte se referma derrière elle avec un léger clic, le son d'un chapitre se terminant dans sa vie. 6 mois plus tard. La salle des professeurs de l'école communale Jean de La Fontaine fourmillait de l'énergie typique de la dernière semaine de cours avant les vacances de juillet. Béatrice organisait les rapports finaux de ses élèves, satisfaite des progrès qu'ils avaient réalisés au premier semestre. 28 enfants lisaient maintenant couramment, un record pour sa carrière. « Béa, tu as un moment ?» La voix de Raphaël Dubois, professeur de sciences, interrompit ses pensées. Béatrice leva les yeux, souriant automatiquement en voyant son collègue. Au cours des 3 derniers mois, ils s'étaient rapprochés progressivement. D'abord en discutant de projets interdisciplinaires, puis en partageant des covoiturages, et finalement en prenant un café, après les heures de travail pour parler de livres, de films, de rêves. Raphaël était différent de tout homme que Béatrice avait connu. Diplômé en biologie de la Sorbonne Université, avec une maîtrise en éducation environnementale, il avait consciemment choisi d'enseigner dans le réseau public, croyant à la transformation sociale par l'éducation. Il vivait dans un appartement modeste à Montmartre, conduisait une voiture compacte de 10 ans et investissait son argent dans des livres et des voyages dans des parcs nationaux, où il photographiait la nature avec une passion presque religieuse. « J'ai toujours du temps pour toi, répondit-elle, écartant les papiers. « J'ai une proposition, dit-il, s'asseyant à côté d'elle avec cet enthousiasme contagieux qui faisait adorer ses cours à ses élèves. Tu te souviens de ce projet d'alphabétisation scientifique dont nous avons discuté? J'ai obtenu l'approbation de la directrice pour le mettre en œuvre le semestre prochain. Un laboratoire improvisé,
des kits d'expériences simples, des sorties sur le terrain au bois de Boulogne. Ses yeux brillaient, tandis qu'il expliquait les détails, ses mains gesticulant avec animation dans l'air. Béatrice l'observait, ressentant cette familiarité confortable qu'ils avaient développée. La sensation d'être avec quelqu'un qui partageait non seulement des intérêts, mais des valeurs fondamentales. « C'est une idée incroyable, Raphaël, » répondit-elle quand il eut terminé. « Cela va révolutionner l'apprentissage de ses enfants. Je ne peux pas le faire seul, » continua-t-il, prenant ses mains dans les siennes. « J'ai besoin d'une partenaire qui s'y connaisse autant en alphabétisation qu'en éveil de la curiosité chez les enfants. J'ai besoin de toi, Béa. » La façon dont il a dit « j'ai besoin de toi » a résonné en elle. Sincère, sans jeu, sans sous-entendu. Juste la simple vérité d'un homme qui valorisait sincèrement qui elle était et ce qu'elle faisait. « Compte sur moi, » répondit-elle, serrant ses mains. Son sourire illumina la pièce. « Parfait. Nous pouvons commencer à planifier ce week-end. Je pensais que nous pourrions aller à cette foire scientifique au parc de la Villette samedi pour avoir quelques idées. Ensuite, nous pourrions déjeuner là-bas. Qu'en penses-tu ? » « Ça ressemble à un rendez-vous, » répondit Béatrice, rougissant légèrement en réalisant l'ambiguïté de ses mots. Raphaël rougit aussi, mais ne recula pas. « Ça peut l'être, si tu veux. » Quelque chose dans l'air entre eux changea subtilement, une possibilité autour de laquelle ils avaient tous deux tourné pendant des semaines, étant enfin reconnus. « Je veux, » répondit Béatrice simplement. Raphaël sourit, ce sourire sincère qui ne manquait jamais de la réchauffer de l'intérieur. « Super. Je passe te prendre à 9 heures. » Cette nuit-là, allongée dans son lit dans le même appartement loué au Marais, désormais décoré de quelques nouvelles plantes et étagères, Béatrice réfléchit au chemin que la vie prenait. Elle pensa à Gustave, dont elle avait appris par des nouvelles récentes qu'il était de nouveau fiancé, à une cousine éloignée d'une famille traditionnelle du café. Elle lui souhaita un bonheur sincère. Elle pensa à Philippe, qui continuait d'étendre son empire technologique tout en finançant secrètement des programmes d'inclusion numérique dans les écoles publiques, l'un d'eux à Jean de La Fontaine, bien que seule Béatrice en connût la véritable source des fonds. Mais surtout, elle pensa à elle-même, à la professeure passionnée par l'éducation qui avait failli abandonner ses valeurs pour un conte de fées qui n'aurait jamais de fin heureuse, à la femme qui avait eu le courage de dire « non » quand elle avait réalisé que le prix de l'acceptation était trop élevé. Son téléphone portable a vibré avec un message. C'était Raphaël, lui envoyant un lien vers un article sur une nouvelle approche de l'enseignement des sciences pour les enfants en phase d'alphabétisation, avec le commentaire « Cela m'a rappelé notre conversation d'aujourd'hui. J'ai hâte de créer quelque chose comme ça avec toi. » Béatrice a souri à l'écran, ressentant ce sentiment d'appartenance qui avait progressivement émergé entre eux, non pas parce qu'ils fréquentaient les mêmes cercles sociaux ou avaient le même pouvoir d'achat, mais parce que, à un niveau fondamental, ils voyaient le monde à travers des lentilles similaires. Ils valorisaient les mêmes choses. Ils rêvaient des mêmes rêves. Dans son appartement simple mais chaleureux, Béatrice Olivier a réalisé qu'elle avait enfin trouvé ce qu'elle cherchait, non pas dans des manoirs opulents ou lors de dîners de gala, mais dans l'authenticité de connexions fondées sur de vraies valeurs. Et pour la première fois depuis de nombreux mois, elle se sentait complètement en paix avec ses choix.